говоря, к конференции, к выступлениям, которые я попросил приготовить очень видных историков, крупнейших специалистов в области русско-российской истории. И я хотел бы предложить начать с выступления постоянного секретаря Французской академии Элен Каррер-Данкос, которая, как никто глубоко знает русскую историю, является авторитетнейшим историком. Лена, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Вот. Про Октябрьскую революцию. Французский язык просмучал. Я думаю, да, будет правильно. Voilà. Я могу тоже по-русски, но я считаю, что все-таки хорошо. Этот культурный центр во Франции, он должен, я очень благодарна нашему послу, который захотел этот культурный центр, как мы обязаны ему тем, что он существует, то именно он существует, чтобы общать и приближать Францию и Россию. Так что позвольте мне по-французски говорить. Je voudrais commencer en me référant à ce qu'a dit le respecté ministre Schwedkoy, qui a souligné que lorsqu'on a ouvert l'événement Lénine, et notamment l'exposition Lénine, on n'a pas trouvé de communistes pour en parler. J'ai assisté, je commence par là, j'ai assisté à l'inauguration de l'exposition Lénine à Moscou. C'est une exposition organisée par les archives du parti, uniquement faite de documents d'archives, c'est-à-dire qui montre comment la révolution est perçue aujourd'hui, Lénine est perçu, c'est-à-dire à travers les archives, comme un événement historique et pas comme une affaire sentimentale mondaine. C'est très important. Cette exposition, entre parenthèses, comme il n'y avait pas de politique pour l'inaugurer, elle a été inaugurée par les responsables des archives et par votre servante, ce qui, du point de vue de l'histoire, est une ironie extraordinaire. J'ai fait remarquer à la presse soviétique et à la télévision soviétique qui était présente, russe qui était présente, que tout de même, que ce soit une descendante d'émigrés qui inaugure l'exposition Lénine, on avait l'impression que l'histoire vraiment s'était retournée. Mais, monsieur le ministre, le chef du Parti communiste invité n'était pas là. Le seul politique qui était là, c'était Zhirinovsky, qui même aussi très intéressant. Si je commence par là, ce n'est pas anecdotique. C'est pour montrer que la révolution, aujourd'hui, il est très tôt en effet pour essayer d'en tirer toutes les leçons, parce que en France, en effet, après 2 siècles, nous commençons à regarder de façon objective la révolution de 1789, et nous ne sommes pas au bout de nos efforts. Il est clair que 25 ans après la fin du système soviétique, il est trop tôt pour prétendre vraiment tirer le bilan de la révolution. On peut s'interroger tout simplement sur un certain nombre de points. Et je dirais que c'est cela que signifie qu'elle est entrée dans l'histoire, de même que Lénine est entré dans l'histoire. Au passage, je voudrais dire à tous ceux qui vont à Moscou ces temps-ci qu'ils aillent voir l'exposition Lénine, parce que précisément les documents bruts, sans commentaire, c'est d'une cruauté édifiante. Je veux dire, c'est véritablement, il faut avoir vu ça. Je ne sais pas si on ne pourrait pas l'amener un jour en France, parce que c'est une des expositions les plus magistrales que j'ai jamais vues. Alors, ce que je voudrais dire, en quelques mots, c'est que je ne vais pas tirer les leçons de la Révolution, il y aura énormément d'interventions de grande qualité, et je m'en remets à ceux qui me suivront. Je voudrais simplement dire que nous avons vécu, tous ici présents, avec un certain nombre de, non pas de certitudes, mais un certain nombre de suppositions. On a d'abord considéré, je dirais, des mythes. Premier point, on a considéré qu'on a toujours parlé de la révolution russe. Révolution bourgeoise en février,
révolution prolétarienne, on peut en discuter, c'était un coup d'État, mais enfin ça c'est un autre problème, en octobre, mais la révolution russe, une révolution. Deuxième présupposé, elle était inéluctable. Ça devait arriver. Pourtant, on ne sait pas très bien, mais enfin, qu'est-ce qu'on y pouvait? Troisième présupposé, elle était peut-être bien nécessaire. Ça, le système soviétique a toujours vécu, et j'ai entendu d'ailleurs dans la grande conférence organisée par l'Académie des sciences à Moscou il y a 3 semaines, des voix russes expliquant qu'en effet, il n'y avait pas d'autre solution, que la Russie était dans un tel état que forcément la révolution allait arriver. Bon, alors je voudrais mettre un petit peu de la lumière sur ces présupposés, parce qu'on partira de là. Premier point, bon, il y a eu incontestablement une révolution en février 1917. Ça ne peut pas s'appeler autrement. Le renversement de la monarchie, la fin de la monarchie en Russie, et je fais une parenthèse, je me souviens que Boris Nikolaevitch Yeltsin, qui était un homme de grande conscience, qui avait la conscience de ce qu'était l'histoire, s'interrogeait et disait, est-ce qu'il ne faudrait pas restaurer la monarchie? Est-ce que ce ne serait pas le moyen de réparer, je dirais, le tort historique que l'on a fait? Bon, il est clair qu'il n'a pas pu le faire et que ça n'avait pas de sens. On ne restaure pas, et c'est ce que disait Otto de Habsbourg, après 2 générations, on ne restaure pas, c'est terminé. Mais c'est la fin de la monarchie, la transformation complète, politique et sociale du pays, c'est une révolution incontestable. Alors, la révolution d'octobre, c'était un coup d'État, ça n'a jamais été une révolution, personne n'y a. Ça a été un coup d'État magistralement mené, mais pas du tout préparé par Lénine. Alors je voudrais rappeler ici que Lénine avait une spécialité, c'est qu'il n'était jamais là au moment où les révolutions commençaient. Il n'était pas là en 1905. En 1917, au moment de la Révolution, il se trouvait en Suisse, dans le village des horlogers à la Chaux-de-Fonds, où il faisait une conférence, et ses camarades socialistes sont venus le tirer par la manche en lui disant « il y a une révolution chez nous ». Et il a répondu très tranquillement, et ça c'est historique, « écoutez, je suis un homme sérieux, attendons que la révolution se déclenche en Suisse ». Il a fallu attendre pour montrer que ça a été toute une organisation. Bon. Donc, je veux dire que la planification de la révolution par Lénine est un grand mythe. Lénine a écrit sur la révolution, mais il n'est pas pour grand-chose dans le développement des événements. Il n'y est pour quelque chose qu'à partir du moment où il arrive en avril 17 à la gare de Finlande, alors là, tout d'un coup, conscient de la situation, il a ce propos, là, tout le pouvoir aux soviets, ce qui ne signifiait pas d'ailleurs du tout le pouvoir aux soviets, mais tout le pouvoir aux bolcheviks, qui doivent infiltrer les soviets. C'est exactement ça. Enfin, il s'est précipité sur une situation donnée qu'il n'avait pas créée. Bon, je reviendrai dessus dans un instant. Mais la vérité, c'est que derrière cette révolution dite russe, il y avait 3 révolutions. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est ce qui explique l'ampleur du phénomène. Et ça, Lénine l'avait en partie compris. Il y a la révolution qui se déroule à Pétrograd et dans quelques villes de Russie. Il y a surtout, et c'est ce qui explique véritablement l'ampleur du phénomène, il y a une révolution des nationalités, et Lénine l'avait compris, l'avait pressenti, car s'il n'était pas sur le terrain révolutionnaire, sur le terrain de la pensée, il était tout de même extrêmement structuré. Et il avait, dès 1907, au congrès de Stuttgart, au congrès de la social-démocratie, senti que le facteur national, contrairement à toute l'idéologie qu'il défendait, que le facteur national allait être un élément décisif dans le déclenchement du mouvement révolutionnaire. La Russie étant un empire multiethnique et un empire aussi, un empire colonial, il avait pressenti que ce facteur-là jouerait un rôle. Et il a été très contesté. Il a vraiment dû défendre ses positions à la fois contre la social-démocratie européenne et contre ses collègues russes qui n'acceptaient pas cette idée. Et quand on regarde sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique l'ampleur du phénomène? Il ne suffit pas je dirais, de se débarrasser d'un souverain. On l'a fait en France, on a guillotiné le roi de France,
Et la Restauration est arrivée après. Pourquoi ce phénomène a pris une telle ampleur? C'est parce que la Révolution s'est ancrée dans le terrain national, où on a eu face à face des gouvernements nationaux à travers tout l'espace, la Finlande, l'Estonie, le Caucase, etc., où les bolcheviks se sont efforcés de rattraper les fils, très difficilement, et où, au fond, on a baptisé révolution tout ce qui déstabilisait l'ordre établi. Et, plus grave encore, il y avait une révolution coloniale à la périphérie, et qui a commencé dès 1916. Et je vais y venir tout de suite, et qui a été provoquée par la guerre, et pas par le mouvement bolchevique. Révolution coloniale qui se traduit par le fait que tous les, en Asie centrale, il y avait des colons, les paysans russes installés là, les soldats russes, tous se sont ligués pour que ces Kazakhs, ces Turkmènes, ces Turkestanais ne montent pas vers le pouvoir, ne récupèrent pas leurs terres. C'est tout de même très intéressant, c'est un phénomène qu'on ne raconte pas, ça n'a jamais fait partie de ce qui était accepté. On a toujours dit que la révolution, dans les confins, c'était une bonne révolution bolchevique. Or, il y a ces trois révolutions qui expliquent l'évolution de tout le système dans la suite, la nécessité de construire un État fédéral, d'appuyer sur le facteur national, etc. Bon, donc déjà, je dirais, la révolution russe est bien plus compliquée qu'on l'a dit. Deuxièmement, elle n'a pas été une révolution de type classique. Qu'est-ce qui a provoqué la révolution? La révolution de février, elle a été provoquée par la guerre, absolument, qui a tout désorganisé, qui a mis le pays par terre. Qui est-ce qui a lancé la révolution? Les femmes qui faisaient la queue, qui ne trouvaient pas à manger, les villes qui étaient submergées par les réfugiés qui fuyaient les régions vers lesquelles les Allemands étaient venus, le pays était désorganisé, et c'est contre cela que la société s'est levée. C'est contre cette désorganisation, c'est pas du tout une révolution de type, je dirais, prolétarien. Mais à l'origine de tout ça, et ça, Lénine l'avait senti, il y avait la guerre. Il a compris, quand il a vu, au fond, il désespérait de voir la révolution en Russie. Il était tranquillement installé à l'étranger, et il écrivait des livres. Et quand la guerre a éclaté, il a saisi que la guerre pouvait déclencher la révolution, qu'on pouvait s'en servir. Et Dieu sait qu'il a été critiqué. Pour ça, il l'a dit, et la guerre est la défaite de la Russie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette désorganisation de l'État russe. Donc là aussi, le schéma traditionnel est absolument faussé par la réalité des événements. Troisième point, est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que la Russie était dans un état tel qu'en effet, il n'y avait pas d'autre solution? Les travaux-istes, pendant très longtemps, on a vécu, moi-même j'ai été à Sciences Po, l'élève du professeur qui disait c'était un pays tellement attardé, le tsarisme était un buveur de sang du peuple, etc. Et le pays était dans un retard formidable. Non, la vérité, en effet, la Russie a connu un étrange XXe siècle, un XXe siècle de développement tout à fait extraordinaire, avec deux événements tragiques. La défaite devant le Japon en 1904 et la révolution de 1905. Et je rappelle tout de même que le pauvre Nicolas II s'était lancé dans la guerre contre le Japon avec l'idée, devant les difficultés qu'il entrevoyait, je cite exactement, qu'une bonne petite guerre pourrait rétablir la situation. Bon, une petite guerre n'a rien rétabli, elle a au contraire, je dirais, accablé le pays, d'une certaine façon était à l'origine de la révolution de 1905, mais la révolution de 1905 a été un choc tel qu'il y a un redressement formidable du pays. À partir de là, la Russie devient l'Eldorado dans lequel toute l'Europe veut investir, et particulièrement la France. Les emprunts russes, on sait d'où ils viennent. C'est ça qui a été fondamental. Et ce développement, et j'y insiste parce qu'on ne le cite jamais, Lénine l'a vu. Il a vu que c'était un développement économique, que c'était un développement social prodigieux. Car à partir de là, sur toute la Russie, je dirais, se répandent les techniciens, les agronomes, les médecins, tous ceux qui peuvent moderniser socialement aussi le pays. C'est ce qui a été véritablement une entreprise de modernisation accélérée que Lénine, en 1912, dans un texte qu'on cite rarement, mais que Pierre Pascal aimait particulièrement, La Nouvelle Démocratie, dans ce texte, Lénine dit il y a en effet ce qu'il appelle Nouvelle Démocratie, c'est cette société nouvelle qui naît de l'effort de modernisation qui se développe. Et il dit que ça continue comme ça, on ne pourra pas faire de la révolution. Ça sera trop tard. Donc c'est bien le signe que
la révolution n'était pas du tout nécessaire, qu'il y avait véritablement une transformation du pays qui n'avait plus, enfin, je veux dire que plus rien. L'argument qu'on ne s'en sortait pas sans révolution, il est tout à fait absurde. Donc, je dirais que tous ces mythes sur lesquels nous avons vécu n'ont aucune espèce de solidité. Il faut revoir la révolution à travers, je dirais, l'examen de ce pays tel qu'il était dans les premières 17 années du XXe siècle, qui ont été extraordinaires, où incontestablement la Russie était en train de rattraper les États-Unis et pas du tout de piétiner comme on le dit. Néanmoins, et c'est là-dessus que je terminerai, Lénine, je suis très balancé dans mon jugement sur Lénine, je vous le dis tout de suite, je dirais que il est incontestablement le créateur de l'État totalitaire. Il n'y a pas de débat sur qui l'a créé, Staline, Lénine, non. Lénine est à l'origine, et ceux qui liront l'exposition Lénine verront un document terrifiant où Lénine donne des instructions, nous sommes en 1919, sur l'usage de la terreur. C'est en dehors de tous les textes où il dit qu'il faut fusiller les prêtres, les nantis, etc. Là, il dit qu'il faut faire de la terreur. Et c'est souligné très soigneusement, de façon à ce qu'on comprenne bien qu'il faut lancer ça tout de suite. Bon. L'État totalitaire, c'est lui. Mais en même temps, il y a chez cet homme une intelligence, une compréhension de situation qui ne sont pas celles qu'il a créées, qui ne sont pas celles, je dirais, du système idéologique qu'il porte, mais en même temps, une compréhension très importante. Il a toujours pensé que la révolution devait se faire en Suisse, en Allemagne, ailleurs, pas en Russie. Il se trouve qu'elle s'est faite en Russie. En 1920, il a cru un instant qu'il pourrait rattraper, je dirais, la doctrine marxiste. C'est-à-dire qu'avec la guerre de Pologne, qui était une guerre nationale, qui n'était pas du tout une guerre prolétarienne, avec la guerre de Pologne, il a cru qu'il allait pouvoir tout de même pousser la révolution jusqu'à l'Allemagne, à travers la Pologne. Il en a appelé aux prolétaires polonais, et les prolétaires polonais ont répondu en tirant sur les troupes de Lénine, sur les troupes révolutionnaires. Bon, c'est-à-dire qu'il a été confronté véritablement à la nécessité presque de reconnaître que ce problème national qu'il avait intellectuellement pressenti était fondamental, et à partir de là, il en a tiré la conclusion qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était de sauver la révolution là où elle était, c'est-à-dire en Russie. La révolution dans un seul pays, dont il est le père, même s'il ne l'a pas dit, même si ce n'est pas lui qui l'a terrorisé, et pour qu'elle tienne, il fallait le système de terreur. Mais, je dirais qu'il a aussi compris, et c'est là-dessus que je termine, il a aussi compris qu'il y avait une question qui se posait. C'est-à-dire que toute la doctrine marxiste qui pensait que c'était le développement du capitalisme qui conduisait à la révolution, elle était prise en défaut par les faits, qu'en réalité ce sont dans des régions à fort sentiment national, à sentiment de frustration et d'humiliation nationale, sont des pays dominés, attardés, que peut-être se trouvait le secret de la révolution. Il l'a dit délicatement au deuxième congrès du Comintern, là encore tout le monde s'est élevé contre lui, mais ce deuxième congrès du Comintern a donné naissance au congrès suivant, au congrès de Bakou, où les peuples dominés, ceux de l'Empire russe, sont venus s'exprimer et ont expliqué au fond le vrai secret. La révolution, ce n'était pas la révolution des prolétaires, c'était la révolution des vrais prolétaires, c'est-à-dire ceux qui étaient dominés. Les peuples attardés, les peuples dominés, et après tout, qu'est-ce que l'image que nous avons eue? C'est la révolution chinoise, ce sont les révolutions dans les pays attardés, alors que dans l'ensemble, les pays développés n'ont pas connu de révolution, contrairement à l'espérance de Marx. Les seules qu'ils aient connues, ce sont celles que l'armée rouge a imposées par la force en 1945. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Vraiment, vous avez lancé les débats, vous vous êtes exprimé d'une façon non conventionnelle, comme toujours, pour donner quelques jugements.